pour les résidents, le repas, c'est hyper important. Ils attendent ce moment-là, que ce soit le petit déjeuner, le repas de midi ou le repas du soir. Il y en a certains, vous n'avez pas besoin d'aller les chercher. C'est un moment clé pour eux dans la journée. C'est un repère de se dire, bah, là, c'est le repas. Et puis, il y en a pour certains, c'est un plaisir, et puis un des derniers plaisirs qu'ils ont, de manger et de bien manger. Et je pense qu'on se doit de les satisfaire là-dessus parce qu'il leur reste, pour certains, pas grand-chose d'autre que ce moment-là. Et c'est un moment où ils se retrouvent aussi avec nous, on est disponible pour eux, donc je pense que c'est important. Ça fait partie de leur bien-être. Je pense que les uns et les autres n'ont pas besoin d'avoir des qualités de gastronome ou même très gustatives. Quand on partage quelque chose, que ce soit un plat sucré ou salé, on voit tout de suite leur joie. Leur joie, c'est vraiment quelque chose de très communicatif de partager un plat. Ne serait-ce que la pause que l'on fait à 16 ou 16h30, elle est attendue et bienvenue. Alors, on ne mange pas forcément parce que, bon, il faut quand même, ils font aussi attention à leur poids parce que voilà. Mais le petit goûter qu'on rajoute uniquement le week-end, bah, c'est tous des moments qui marquent la collectivité et qui ont vraiment des importances vitales, moi je dirais même. Régulièrement, on avait des problèmes concernant la qualité de restauration ou la satisfaction des usagers par rapport à l'alimentation dans différents établissements de l'ADAPI. Et on s'est posé la question à un moment donné, faut-il faire un audit, faire un audit ou pouvons-nous régler ces situations par nous-mêmes? Nous avons décidé de faire un audit sur l'ensemble des établissements de l'ADAPI de la Loire. La direction générale, la présidence souhaitait avoir une vision précise et objective de la maîtrise de la qualité, la maîtrise des coûts et de la sécurité alimentaire. Donc cet audit a été réalisé de façon conjointe avec un groupe projet composé de 12 personnes représentant les différentes fonctions au sein de l'ADAPI concernées par la chaîne alimentaire. Le résultat de l'audit a pour nous été une surprise parce que nous avons constaté que la qualité de la restauration était somme toute passable compte tenu de son coût. À l'issue de cet audit était assez représentatif de ce que l'on retrouve dans le secteur médico-social, aussi bien du secteur médico-social pour les personnes handicapées que les personnes âgées, c'est-à-dire un rapport qualité-prix et performance nutritionnelle de la prestation qui n'était pas totalement maîtrisée et assez hétérogène selon les différents sites. Et surtout, peut-être une absence de stratégie globale et transversale visant à assurer une même qualité de prestation et une maîtrise des coûts sur l'ensemble des sites. Trois grands axes ont été travaillés dès la fin de l'audit pour arriver à structurer ce plan pluriannuel, donc une notion de maîtrise sanitaire, une notion de maîtrise de la satisfaction des consommateurs et d'une maîtrise des apports nutritionnels, donc pour garantir une santé. La satisfaction des personnes à prendre un repas agréable, la santé, prendre en compte leurs besoins nutritionnels, et la sécurité, parce qu'il faut aussi respecter un certain nombre de prescriptions réglementaires dans l'élaboration et la fabrication des repas. C'est les trois principes qui nous ont guidés dans l'élaboration de cette stratégie de nutrition. Avant que le résident soit pris en charge par nos équipes, on fait un bilan nutritionnel et on essaye d'observer éventuellement des améliorations à apporter. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Par exemple, le passage en texture modifiée, parce qu'il y a un risque à la déglutition. Pour nos personnes handicapées, certaines personnes, il y a un risque réel à la déglutition. Ce risque-là, nous, on le repère, hein, puisqu'il y a eu une infection pulmonaire. Enfin, je ne suis pas médecin, mais ce sont souvent les médecins qui nous alertent en disant « attention, il faudrait peut-être travailler en texture modifiée ». Ce n'est pas facile à faire accepter par les familles, parce que ça peut être vécu comme une régression de leur enfant. Ça peut être vécu aussi comme il ne va pas manger comme les autres. Voilà. Et tout ce travail-là, on le met en parole, on essaye de discuter avec eux, on essaye de les convaincre. Alors ça a été sous forme, au moment de la présentation du projet personnalisé, du projet de soins, ou avec des rencontres avec le médecin, les aides-soignants, les équipes. Mais aussi on a mis en place de la formation pour les parents.
On a fait venir, par exemple, on a travaillé avec le docteur Chougrani, spécialiste de la déglutition, spécialiste de la nutrition, pour faire un temps d'échange avec les familles, de façon à ce qu'on leur explique bien l'intérêt de l'alimentation mixée, voire de l'alimentation entérale, de façon à les rassurer et les aider à la prise de décision, parce que les décisions sont conjointes. Faire manger, mixer, ça ramène aux enfants, à qui on donne du mixé dans leur jeune âge. Et les familles disaient, vous ne prenez pas de risques, c'est pour ça que vous leur donnez. Donc il a fallu beaucoup les associer. Et une des façons, ça a été de partager un repas de mixé avec eux. Et on leur a expliqué, et puis ils ont partagé ce repas et ils ont plus compris. L'alimentation pour l'enfant polyhandicapé, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Alors on travaille sur l'alimentation sur plusieurs axes. Donc bien évidemment, le premier axe, c'est la famille. C'est-à-dire, qu'est-ce qui marche déjà à la maison? Où sont éventuellement les difficultés à la maison? Et puis on essaye de s'adapter à ce qui est la demande des parents, en disant à la maison on aimerait bien faire ça, ou on fait déjà ça, mais on sait aussi que l'enfant a deux versants, parfois très très distincts, c'est-à-dire l'enfant dans la structure, c'est-à-dire en IME, on a un enfant et à la maison on a parfois tout un autre. Pour les parents, ça peut être extrêmement maltraitant de se sentir en échec par rapport à l'alimentation. Et c'est quelque chose de très très douloureux. Ne pas arriver à faire manger un enfant ou être sans cesse en difficulté avec le repas, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Il faut déjà pouvoir le dire. Alors nous, on essaye de lancer la perche. Pour certaines familles, c'est très simple, pour d'autres, non. L'association a décidé de passer à l'acte et de construire elle-même une unité de production, de fabrication de repas. Sur cette unité centrale de production alimentaire, nous produirons 2500 repas, environ 2500 repas jour, qui permettront de couvrir 70% des besoins internes ADAPI Loire. C'est en tout cas un challenge que l'ADAPI s'est fixé pour véritablement atteindre ses objectifs, qu'elle n'arrivait pas forcément à atteindre par le biais des sociétés de restauration collective, extrêmement contraintes par leur politique d'achat de produits, notamment industriels. La création de l'unité centrale de production alimentaire, donc la réinternalisation de la fabrication de nos repas, elle présente deux intérêts majeurs. La première, c'est de fabriquer par nous-mêmes et de décliner le programme 3S dans son intégralité. Et la seconde, aussi importante, c'est de permettre à des travailleurs en situation de handicap, d'offrir à des travailleurs en situation de handicap une palette de nouvelles activités qui n'existaient pas aujourd'hui dans nos ESAT. Et le projet est assez exceptionnel parce qu'il nous permet d'aller jusqu'au bout de la démarche avec la construction d'un outil spécifique, l'unité centrale de production, et de tout ce que cette unité centrale de production va permettre de mettre en œuvre, issu de cette réflexion des médecins au départ, et de voir comment est-ce qu'on peut au quotidien garantir des apports nutritionnels, des textures modifiées, des régimes, etc., qui correspondent réellement à ce qui a été identifié au départ par le corps médical.